Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Bienvenue à votre cours d'anatomie-physiologie. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi un cours d'anatomie-physiologie? Parce qu'on est venu dans une école missionnaire médicale, alors il suffirait de nous donner les traitements pour soigner l'organe qui est malade, et puis après, on n'en parle plus. Comme ça, on sait juste comment soigner, et puis c'est bon. Alors, pourquoi un cours d'anatomie-physiologie, selon vous? Alors, le cours sera un cours interactif, hein, ce n'est pas un cours magistral. On va beaucoup échanger, je vais demander votre participation, je vais vous demander de venir, voilà. Hein. Ne vous attendez pas à être là sagement derrière votre bureau à écrire. Hein. OK. Alors, pourquoi un cours d'anatomie-physiologie? Je vous écoute. Pour connaître le fonctionnement de notre corps. Oui. D'accord. OK. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Mieux comprendre quoi? Mieux comprendre son fonctionnement. Super. Vous savez, dans la médecine traditionnelle, on soigne des organes, mais on ne soigne pas le corps tout entier. Or, Dieu, pour nous soigner, on l'a vu avec Alison hier, vous le saviez certainement déjà, Dieu nous a donné les 8 lois de la santé, qui sont les 8 docteurs, et les 8 docteurs prennent soin du corps tout entier. On le voit très bien. Si vous devez, par exemple, traiter un problème d'arthrose, eh bien, vous allez quand même, arthrose du genou, vous allez quand même appliquer les 8 lois. Et dans les 8 lois, par exemple, il y aura la nutrition. La nutrition, eh bien, qui dit nutrition dit appareil digestif. Et donc, ensuite, on va voir comment respirer. Qui dit respiration, air, dit appareil respiratoire, etc. Donc, on voit comment tous les organes sont connectés les uns aux autres et le vecteur de tout cela, on pourrait dire, c'est le sang, parce qu'il y a plusieurs citations de la sœur White qui disent bien que nous devons avoir un sang pur pour être en bonne santé. D'accord? Alors, dans le Conseil pour la nutrition et les aliments, nous lisons que les festins plantureux, de même que la nourriture absorbée entre les repas, exercent une influence sur chaque cellule de l'organisme. Les facultés mentales sont également affectées par ce que nous mangeons et buvons. CNA 157.1. Alors, la cellule, vous le savez, je pense, c'est l'unité. Voilà. Voilà. La cellule, c'est la plus petite unité fonctionnelle et structurelle du corps humain. Il y a des milliards de cellules dans notre corps et en fait, les cellules vont se regrouper pour constituer un tissu, le tissu de l'intestin, le tissu de la peau par exemple, et ces tissus vont avoir une même fonction et vont former un organe, et l'ensemble des organes va constituer un système. C'est pour ça qu'on parle de l'appareil digestif, le système respiratoire, le système circulatoire, ok? Et donc, nous allons nous concentrer pendant au moins 30 minutes sur cette unité structurelle qu'est la cellule. Parce que nous devons comprendre comment fonctionne la cellule pour arriver à voir comment fonctionnent les différents organes. Okay? En général, une cellule, elle est constituée de quoi? Oui.
Oui, vous lisez. Hein. Alors, voici une cellule, en gros. La cellule, elle est entourée et protégée par une membrane. D'accord? À l'intérieur de la cellule, il y a une grosse structure qu'on appelle le noyau. Nous allons nous concentrer énormément sur le noyau. Et entre les deux, il y a une espèce de liquide, on va dire, un peu visqueux, qu'on appelle le cytoplasme. Donc, c'est ça votre cellule, en fait, en gros. Bien évidemment, dans le cytoplasme, il y a plusieurs autres structures qu'on appelle des organites. Hein. Ce sont, je ne vais pas vous dire les noms, il y a plusieurs petites structures. D'accord? OK. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai dessiné. Cette première cellule ici, elle n'est pas en train de se diviser, alors que celle-ci est en train de se diviser, mais nous allons voir cet aspect-là un peu plus loin. Alors, la membrane. La membrane, à quoi sert-elle? Elle sert, comme je vous ai dit, de barrière entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. Elle est essentiellement composée de lipides et de protéines. Donc, vous voyez le rôle essentiel des lipides et des protéines. Et quel est son rôle? Alors, barrière, frontière, mais bien sûr, la membrane servira d'échange d'informations entre cellules. Elle va permettre le transport de différents nutriments, les minéraux, les acides gras, le glucose, etc., hein, les acides aminés, et elle contrôle, parce qu'il y a un système de contrôle, elle contrôle ce qui rentre et ce qui sort de la cellule. Ensuite, le cytoplasme. Alors, je vous l'ai dit, le cytoplasme, c'est l'intérieur de la cellule, c'est un liquide qui est une solution qui est très riche, dans laquelle va baigner des petits organites, comme je vous ai dit, et c'est un lieu où il va s'effectuer de nombreuses réactions biochimiques au niveau du cytoplasme. OK? Le cytoplasme est essentiellement composé d'eau, de différents ions et d'oxygène. Le noyau maintenant. Alors, le noyau, c'est cette petite structure que vous voyez ici. Elle est séparée par sa membrane du cytoplasme, la membrane nucléaire, mais il y a un échange entre le cytoplasme ici, et le noyau. Tout comme la membrane même de la cellule qui est perméable, la membrane du noyau l'est aussi parce qu'il y a un échange entre les deux entités ici. Quel est le rôle du noyau? Le noyau joue un rôle très important parce que le noyau va diriger et coordonner toutes les activités de la cellule. Elle va participer à la synthèse de protéines et un rôle très important, c'est au sein du noyau que se trouve le patrimoine génétique de l'être humain. Qui dit patrimoine génétique dit ADN, nous allons en parler plus loin. Donc, patrimoine génétique, chromosomes. L'homme est constitué de 46 chromosomes qui sont sous forme de 23 paires. OK? Et que représente en fait le chromosome? Qu'est-ce que le chromosome en fait? Si je... Le chromosome, en fait, on va dire que le chromosome, on est là, c'est une structure qui se trouve dans le noyau
Et c'est une structure qui est composée d'un assemblage d'ADN et de protéines. On va le détailler ça plus loin. En général, quand on regarde au microscope le noyau d'une cellule, on ne voit pas forcément les chromosomes. On ne les voit que lorsque la cellule se multiplie. Parce que le chromosome, c'est comme une grande molécule qui, lorsqu'elle est déroulée, elle ferait environ 2 mètres. D'accord? Mais elle existe sous 2 états. Un état filamenteux et un état compact. Et quand elle est sous la forme compacte, c'est à ce moment-là qu'on le voit au microscope. Et ce sont en fait 2 bâtonnets, sœurs parallèles, qui sont accolés au milieu. Voilà. Ça, c'est un chromosome. C'est un chromosome qui est compacté. Parce que quand il n'est pas compacté, il est filamenteux. Là, donc, vous avez 2 bras, un bras court et un bras long, et qui sont accolés par un centre, qu'on appelle le centromère. Mais au départ, quand la cellule ne se divise pas, le chromosome n'est pas sous cette forme-là, il est sous la forme d'un seul bras, et il est filamenteux. Il est plus long. Mais lorsque la cellule passe en division, le chromosome se compacte et il se duplique. Donc, au lieu d'avoir un seul bras, on a 2 bras. D'accord? Je vais retourner à l'image d'avant. Voilà. C'est pour ça qu'ici, lorsque la cellule ne se divise pas, on ne voit pas le chromosome dans le noyau. Et quand la cellule commence à se diviser, alors on voit les chromosomes qui sont en train de se compacter pour être visibles lors de la division cellulaire. OK? OK. Voilà. Je vous ai dit que le chromosome est constitué de molécules d'ADN et de protéines. Qu'est-ce que l'ADN? Son nom, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et c'est vraiment cette molécule qui est le support de l'hérédité. OK? Bon. C'est en fait un long filament, une longue chaîne de molécules et qui sont assemblées sous la forme de double hélice. L'ADN est enroulé et associé à des protéines pour former le chromosome, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et son rôle, il sert à la réplication des cellules et il sert à gouverner la synthèse des protéines. La duplication consiste en quoi précisément? La duplication intervient juste avant la division de la cellule. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous avez certainement déjà entendu parler du gène, un gène. Le gène, en fait, c'est un fragment d'ADN. C'est un fragment d'ADN qui constitue l'unité d'information génétique. Et l'ensemble des gènes va constituer ce qu'on appelle un génome. Vous avez certainement déjà entendu parler du génome humain. Le génome, c'est l'ensemble des gènes qui se trouvent sur le chromosome. Et donc, en fait, on peut dire tout simplement que le gène, c'est un petit morceau, un petit fragment de l'ADN avec une information génétique spécifique. Parce que ce sont les gènes qui vont signaler à chacune de nos cellules comment fonctionner et comment se réparer. On peut dire alors que les gènes, ils vont coder pour la fabrication de protéines spécifiques. Pour la fabrication d'une protéine T,
c'est un gène T qui va donner le signal pour pouvoir fabriquer une protéine T. Et donc, c'est pour ça que il y a des maladies qu'on appelle des maladies génétiques. Ce sont des maladies qui sont liées au fait qu'il y a un gène qui dysfonctionne et qui ne donne plus le signal pour fabriquer tel type de protéine qui va intervenir dans un mécanisme spécifique au niveau de notre corps. Voilà. Donc, vous avez ici une paire de chromosomes. Voilà. Et au niveau du bras long, nous avons un gène ici. Et ce gène a toujours la même localisation au niveau des différents chromosomes. Maintenant, nous allons voir comment la croissance et la reproduction de la cellule. Donc, les cellules humaines, nos cellules, elles ont besoin d'oxygène, parce que l'oxygène va rentrer dans des réactions biochimiques pour la production d'énergie. Nos cellules ont aussi besoin de se nourrir, donc elles ont besoin de recevoir les acides aminés, les acides gras, les minéraux, et tous ces éléments vont intervenir dans les différentes réactions biochimiques. Mais nos cellules ont aussi besoin de se multiplier. Toutes les cellules de notre corps ont la capacité de se régénérer. Elles vont passer dans un processus qu'on appelle un processus de division cellulaire, et le nom de ce processus est la mitose. La mitose, cela signifie qu'on part d'une cellule mère, et cette cellule mère, elle va se diviser pour donner 2 cellules filles. Mais les cellules filles doivent avoir les mêmes caractéristiques que la cellule mère. On est d'accord? Vous me suivez? OK? Bon. Les cellules se divisent et elles se multiplient. Pourquoi? James, à ton avis? Pourquoi les cellules vont-elles se diviser et se multiplier, selon toi? Elles vont, tout à fait, elles vont se multiplier et se diviser pour réparer les cellules qui seraient abîmées et les cellules qui seraient mortes, mais aussi elles se multiplient pour notre croissance. Parce que pourquoi on grandit? Pourquoi un enfant grandit? Ce n'est pas parce que les cellules deviennent plus grosses qu'on grandit. C'est parce que les cellules se multiplient. D'accord? OK? Et il nous faut savoir que dans une journée, nous subissons à peu près 2 trillions, c'est énorme, de divisions cellulaires par jour. OK? Il est très important que nos cellules se divisent et nous devons savoir que les cellules sont programmées pour se diviser un certain nombre de fois et pour s'arrêter au bon moment. Et quand les cellules continuent de se diviser au lieu de s'arrêter, il se produit alors dans notre corps une maladie qu'on appelle le cancer. C'est multifactoriel, mais c'est l'idée. Parce qu'il est prévu, la cellule est programmée pour se diviser un certain nombre de fois et pour arrêter sa division, stopper sa division. Et il y a un processus qui se poursuit, qui se met en place, et la cellule ne s'arrête plus de se diviser. Et c'est ce qu'on appelle, qui peut donner l'apparition d'un cancer. Certaines cellules, par exemple, comme les cellules de la peau, elles vont se diviser constamment parce que nous devons, juste pour avoir une idée, nous perdons environ 30 à 40 000 cellules par minute au niveau de la peau. Par minute. Donc, vous imaginez bien que la division cellulaire au niveau de les cellules de la peau vont se diviser plus rapidement que les cellules, par exemple,
au niveau du foie, parce que nous perdons beaucoup de cellules de la peau. Les cellules du nerf, les cellules nerveuses ou les cellules du cerveau ne vont pas se diviser aussi rapidement et même certaines d'entre elles ne vont même pas se diviser. OK? Rose-Marie, ça va? OK. D'accord. Alors, je vous ai montré un schéma de la division cellulaire. Les cellules, vous le comprenez, elles ont un fonctionnement cyclique. C'est un cycle. Je ne vous ai pas mis là tout le cycle de la division cellulaire parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée et que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur. OK? Alors, au cours d'un cycle, comme je vous ai dit, ça c'est en gros un cycle. Donc voici la cellule, ça c'est une cellule. La cellule, on va dire que là elle est au repos, donc le chromosome a un seul filament. Lorsque la cellule doit se diviser, l'ADN, le chromosome va se dupliquer. Il y a un mécanisme qui se met en place pour que l'ADN se duplique. Donc le chromosome a alors 2 brins. À ce moment-là, la division commence et les brins vont se séparer, comme vous voyez ici. C'est le processus de la mitose qui se met en place. D'accord? Il y a eu séparation des brins. Et au niveau du cytoplasme, du noyau de la cellule, il y a une division de la membrane pour former 2 autres cellules. Et comme vous le voyez, les 2 autres cellules qui ont été formées sont totalement identiques à la cellule mère. C'est pour ça que les cellules, par exemple, qui se trouvent au niveau des yeux, elles ont une information génétique. Lors de la division, elles vont reproduire des cellules identiques parce que ce sont les cellules des yeux. Les cellules de la peau, quand elles vont se diviser, se multiplier, elles vont produire de nouvelles cellules qui vont posséder les mêmes caractéristiques que la cellule mère, parce que ce sont les cellules de la peau. Vous voyez, chaque cellule a sa spécificité. Ça se comprend? Ça se comprend, Josiane? Ça se comprend? OK. Voilà. L'ADN de la cellule mère doit être copié avec une fiabilité maximale. Alors, que se passe-t-il? Dans certains cas, la multiplication, elle se déroule de façon totalement incontrôlée, on avait parlé de ça tout à l'heure, et donc, il y a une reprise de cycle. Quand la cellule se divise, elle se repose, elle se divise, elle se repose, elle se divise, elle se repose, mais à certains moments, elle ne se repose plus. Et on a vu qu'il y a apparition de cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles deviennent envahissantes. Elles peuvent former une masse. Cette masse, on l'appelle une tumeur, d'accord? Et cette tumeur, elle va progressivement envahir les tissus et les organes qui sont autour d'elle, ok? Et il arrive que ces tissus, ces cellules qui ont tendance à se multiplier, elles vont se propager dans tout l'organisme et c'est ce qu'on appelle un phénomène de métastase. Ça veut dire que la cellule malade, elle va se propager dans tout le corps.
mais il y a toujours un point de départ. Quand la tumeur, elle est d'évolution lente, on va parler de tumeur bénigne, parce qu'il n'y aurait pas de signe de cancérisation. Mais par contre, quand la croissance devient de plus en plus rapide, avec une tendance vraiment à envahir l'organe affecté, on parle de tumeur maligne. Et dans le cas de la tumeur maligne, il y a une atteinte des ganglions. On l'a vu l'année dernière ou l'année d'avant. Vous savez que dans tout le corps, il y a le système lymphatique. Et tout le long de ce système lymphatique, il y a des ganglions lymphatiques. À l'intérieur de ces ganglions, nous avons le système de défense de l'organisme. Et dans le cas de tumeurs malignes, les ganglions sont aussi atteints. Ce qui n'est pas le cas pour les tumeurs bénignes. Pouvez-vous me citer différents types de cancers? Comment? Cancer des ovaires, du sein, du pancréas. Tous les organes, en fait, peuvent être affectés. Le sang. Parce qu'on pense pas souvent au cancer des tissus mous. On ne pense pas souvent au cancer des ganglions, mais tous les organes, en fait, peuvent être atteints. OK? Même le tissu adipeux aussi peut être atteint. Les tendons aussi peuvent être atteints. OK? Le risque de cancer, il dépend de quoi, en fait? L'alimentation. Mais t'as dit quoi? Voilà, donc il y a l'hérédité. OK? L'environnement. Super. Exemple de problème d'environnement. Hein? La pollution. Oui, enfin, environnement direct. Les pesticides, les produits chimiques, OK. Ensuite, tu as l'état émotionnel, donc le stress, OK. Et vous avez dit l'alimentation. Alors, c'est tout ce qui est comportement, donc l'alimentation, l'exposition au soleil, etc. OK. Donc, tout ça influe sur l'apparition de cancer. On ne peut pas dire que le cancer, c'est spécifiquement dû à tel élément. C'est souvent multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui rentrent en cause dans l'apparition d'un cancer. Alors, on est d'accord? Alors, quand on parle de l'unité fonctionnelle et structurelle du corps, on parle de la cellule, OK? La cellule, elle a besoin de quoi? Quel est son rôle? Que fait la cellule? Elle se multiplie. Pourquoi la cellule a besoin de se multiplier? Par l'effort. Pour former un tissu, oui? Elle a besoin de croître, de grandir, de se développer. Et elle a besoin de réparer aussi les tissus, de se réparer. Réparation, croissance. Comment s'effectue, quelle est la structure de la cellule? Elle est constituée de quoi, la cellule? Le noyau, la membrane et le cytoplasme. Que se passe-t-il de façon spécifique dans le noyau? C'est là que se trouvent les chromosomes qui portent l'ADN, qui transmettent les spécificités des individus. D'accord? OK? Alors, quoi encore? Que pouvez-vous me dire de la division cellulaire?
Vadim, que peux-tu me dire de la division cellulaire? Elle se fait continuellement. Alors, Vadim a dit qu'elle se fait continuellement. Vous êtes d'accord? Non? France-Lise? Il faut des temps de repos. Quand elle se fait continuellement, ça veut dire quoi? Voilà. Parce que la d'accord. OK. Dans le corps, il faut qu'il y ait aussi... la cellule se divise régulièrement, mais il y a un rythme. Chaque organe a, chaque cellule au niveau d'un organe a un rythme. D'accord? OK? C'est clair pour vous? Donc, si on vous parle tumeur, vous savez à quoi ça correspond. Si on vous parle de maladie génétique, qu'est-ce que c'est qu'une maladie génétique? Dis-moi. Samantha. Sois plus spécifique maintenant. Pas plus fort. Qui peut aider Samantha? Une attaque chromosomique. Mais ça veut dire quoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Une maladie génétique, c'est une maladie qui touche le gène. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du gène? Le codage a été modifié. D'accord? Quand je dis codage, Josiane, tu peux me dire ce que tu comprends par codage? Pas plus fort. Oui. Oui, mais à quoi sert le gène, Christian? Christian va t'aider. À quoi sert le gène? Christian, ne regarde pas ton fils. Christian. L'ADN apporte, c'est l'ADN qui donne le message pour que l'organisme fabrique tel type de protéines. Quand il y a un problème au niveau du gène, l'organisme n'est pas en capacité de produire telle protéine. D'accord? Comment? Une protéine spécifique. Ou alors, effectivement, tu as raison, il peut produire, Jean-Michel, le gène envoie quand même le code, le message, mais la protéine qui a été fabriquée, elle va dysfonctionner. Ça dit quoi? Parle plus fort. Voilà, il y aura une anomalie. Tout à fait. On est d'accord? OK? Vas-y, parle fort. Moi, j'ai une question. Oui. Quand le fœtus, enfin, quand il y a la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, à partir de quel moment il y a des différenciations spécifiques, justement, tant au niveau physique Ah, mais dès le départ. Parce que la division cellulaire... Au début, tu dis qu'il y a un modèle qui se duplique. Oui. Mais il se duplique conformément au modèle original. Oui. Mais pour que tu aies, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, les cellules des yeux par rapport aux cellules de la jambe, comment ça se passe? Oui, ça c'est de l'embryologie. Hein. Mais la différenciation se fait au niveau de l'embryon. Comment ça se fait? Ce sont des signaux qui sont envoyés aux cellules, mais je ne peux pas te dire de façon spécifique comment ça se fait, mais la différenciation cellulaire se fait déjà au niveau de l'embryon. C'est pour ça que lorsque l'embryon va se développer, il y a des cellules qui vont être spécifiques pour le développement des yeux, il va y avoir des cellules qui vont être spécifiques pour le développement du cœur. Il y a une différenciation cellulaire qui s'effectue, mais déjà au niveau de l'embryon. Ça va, Frida? C'était ça ta question ou pas? Peut-être que je... Ah oui. Oui. Ah oui, au départ, tu veux dire. Ah oui, mais au départ, oui, je sais. Parlez pas tous en même temps, et quand quelqu'un parle, la personne parle fort et on l'écoute. Il y a aussi les cellules souches. Oui. Les cellules qui sont différenciées.
Oui? Oui, mais ça, c'est dès le départ. C'est la cellule initiale. Mais pourquoi il y a cette différenciation-là? Voilà. Très bien. Puis-je avoir deux... Pardon. Parle fort. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, sa question, c'est pourquoi cette partie-là, c'est une tige et pourquoi cette partie-là, c'est une feuille, en fait. Tu vois, en fait, c'est ça sa question. Et là, c'est le mystère de la création que Dieu ne nous a pas révélé. Parle plus fort. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question plus bas, mais il y a des signaux cellulaires qui permettent, lors du développement des cellules, de différencier justement les cellules. Oui, la différenciation cellulaire. Avec ces signaux cellulaires, elles savent qu'elles deviennent nerveuses, Voilà. qu'elles deviennent à tel niveau. Oui, oui. Oui, c'est au niveau de la différenciation. Ouais. OK? Vadim, tu peux changer, s'il te plaît? Oui, j'aimerais avoir deux participants, s'il vous plaît. On ne perd pas de temps. Deux participants, sinon je les nomme. OK? Oui, je vous invite à venir. Je vous ai dit que le cours d'anatomie-physiologie est un cours interactif. On participe. Merci. OK. Je vais lire deux citations. Le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. CNA 389.6. On emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes fréquentes des digestions. Rayon de santé 92.2. Ma question va être en lien avec quoi? Le sucre. Le sucre. Alors, vous allez expliquer. Oui. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Alors, j'explique ou je leur pose la question? Non, tu expliques. Le diabète. Alors, le diabète, c'est un ex... Ah. C'était ouvert. Vers le haut. D'accord, ok, c'est bon. Le sucre, c'est un excès de... Le diabète. Non, le diabète, pardon. C'est un excès de sucre dans le sang. D'accord. Vous êtes OK? James, il secoue un peu la tête. OK. Elle peut rajouter quelque chose. On a vu que dans la citation qui vient d'être lue, on a parlé du sucre, du rôle du sucre, mais en relation avec les organes vitaux. Donc on a bien compris que le sucre affecte le fonctionnement de nos organes vitaux. Et que, en fait, si je comprends bien, donc à ce moment-là, le diabète, eh bien, le dysfonctionnement de nos organes vitaux à partir d'une consommation excessive du sucre va générer le diabète. T'as dit quoi? Que la surconsommation de sucre, d'accord, va provoquer le dysfonctionnement de nos organes vitaux et ce qui va générer le diabète. Vous êtes d'accord? Je voulais rajouter autre chose. Ah non, attends, par rapport à ce qu'elle a dit. Enfin, moi je comprends, puisqu'on parle du sucre, effectivement, mais on parle aussi du sucre en relation avec les... encombre nos organes vitaux. Et, voilà, on parle du sucre qui encombre nos organes vitaux. Et on parle du diabète. Donc on voit qu'il y a vraiment une relation. Que quand j'ai le diabète, eh bien, mes organes vitaux sont impactés par la surconsommation que je fais du sucre. D'accord. Ah ok, ciao, voilà.
Voilà, OK. Je voulais rajouter, c'est sûrement, il y a un organe, le foie ou le pancréas, qui n'arrive pas à je ne sais pas, distiller, mais à gérer ce surplus de sucre. Peut-être. D'accord. Oui. OK. Pour aller dans ton sens, eh bien, le foie, le pancréas, les organes d'élimination, mais qui sont saturés et qui n'arrivent pas justement à gérer cette surcharge de sucre. OK. Merci. Merci. Non, non. Alors, nous allons voir ça. Oui, alors. On a besoin du sucre dans l'organisme, dit la sœur. Parfois, il y a du diabète sans consommation excessive de sucre. Et Christian, tu voulais dire quoi? Christian, tu voulais dire quelque chose? Jonathan. Elles l'ont dit. Dominique? Il y a 3 types de diabète. On écoute, s'il vous plaît. On écoute? Oui? Oui? Comment? Oui? Le type 1, c'est quoi? C'est l'hérédité. Oui? Oui, on tient ça. OK, je garde tout. Je garde tout. OK, quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Oui? Ne parlez pas entre vous. Si vous voulez parler, levez-vous et puis échangeons ensemble. OK. Alors, il nous reste 17 minutes. Non, vas-y. On n'a pas le gène. De quoi? Alors, on va voir tout ça en 17 minutes. Alors, l'hyperglycémie, le diabète, c'est une hyperglycémie chronique. Ça veut dire qu'on a un excès de sang, un excès de sucre dans le sang. Juste pour avoir des chiffres, parce que la sœur a dit, on a quand même besoin de sucre. On a besoin de glucose. On l'a vu tout à l'heure. Nos cellules ont besoin de glucose pour fonctionner. Mais lorsque lorsque la glycémie à jeun, elle est supérieure ou égale à 1,26 g par litre, mesurée 2 fois de suite, ou alors lorsque la glycémie à n'importe quel moment de la journée est supérieure à 2 g par litre, on dit alors qu'on est dans un état diabétique. Mais il faut qu'il y ait du sucre, du glucose dans le sang. C'est juste quand il y a une hyper. OK? Le taux normal à jeun, à peu près pour tout le monde, ce serait 1,1 g par litre de sucre dans le sang. OK? Et l'OMS dit que le diabète sucré, est une affection chronique qui est due à une insuffisance génétique ou acquise de la production d'insuline par le pancréas. C'est dû soit au fait que cette insuline n'est pas active. Cette insuffisance va provoquer une augmentation de la glycémie qui conduit à son tour à des lésions, comme avait dit la sœur, et la citation, affectant plusieurs appareils. OK? Donc,
Voilà. Il y a aussi le diabète de la grossesse. Alors, attends, je termine. Voici le pancréas. L'organe qui est concerné par le diabète, c'est le pancréas. Le pancréas, il est divisé en 3 parties. Nous avons la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas. Le pancréas est divisé en îlots. Et au niveau de ces îlots, il y a des cellules qui vont sécréter de l'insuline. Cette insuline est nécessaire parce qu'elle favorise, elle permet au sucre qui est dans le sang d'entrer dans la cellule. Et lorsqu'il n'y a pas du tout de sécrétion d'insuline, c'est le diabète de type 1, c'est un diabète d'origine génétique, il n'y a pas de fabrication d'insuline et donc le corps, les cellules ne sont pas en capacité de rentrer le sucre, n'est pas en capacité de rentrer dans les cellules parce qu'il n'y a pas d'insuline. OK? C'est un diabète qui affecte souvent le sujet jeune, parce que ça se voit vraiment très tôt. Et au niveau des symptômes, il va y avoir un amaigrissement rapide au niveau de l'enfant, une sensation de soif fréquente et intense et un besoin d'uriner très fréquent aussi. Et dans le diabète de type 2, comme vous l'a dit notre sœur, c'est un diabète qui touche souvent la personne âgée, qui touchait souvent la personne de certain âge, à partir de 40 ans, mais dans nos sociétés modernes, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants ados, même pré-ados, qui développent un diabète de type 2 parce que notre alimentation n'est pas du tout adaptée. Nous mangeons vraiment très mal, notre alimentation est trop riche en sucre et donc du coup notre organisme devient intolérant en fait à ce glucose. On s'aperçoit que le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique sont des causes qui vont favoriser l'apparition de diabète de type 2. D'accord? C'est une maladie qui est souvent sournoise et indolore. Le diabète de type 2 se développe en fait de façon inaperçue et il faut savoir que on estime qu'il s'écoule en moyenne entre 5 et 10 ans entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic réel de diabète. Entre 5 et 10 ans. C'est énorme quand même. Vous êtes déjà dans un terrain prédiabétique, mais on ne l'a pas encore vraiment déclaré que c'est un diabète. Et il peut s'écouler entre 5 à 10 ans pour qu'on puisse vous déclarer vraiment comme étant diabétique. Les 2 anomalies essentielles qui sont responsables d'une hyperglycémie sont soit le pancréas, il fabrique toujours de l'insuline, mais il n'en fabrique pas suffisamment. Alors on parle d'insulinopénie, pas assez d'insuline. Soit l'insuline est fabriquée, mais il fonctionne mal. On parle d'insulinorésistance. Il ne joue pas correctement son rôle. D'accord? Et donc, dans le diabète de type 2, les symptômes les plus qu'on aura, toujours l'envie fréquente d'uriner, surtout la nuit. Pourquoi? Parce que les reins vont produire plus d'urine pour pouvoir tenter d'éliminer l'excès de glucose qu'il y a dans le sang. Il va avoir aussi des sensations de bouche sèche, une sensation de somnolence excessive, surtout après les repas, et les problèmes de vision et d'infection, ce sont des problèmes qui vont subvenir lorsque le diabète est déjà vraiment très bien installé. Mais les principaux symptômes qui doivent nous alerter pour un diabète de type 2 sont
l'envie fréquente d'uriner, la bouche sèche, la somnolence après les repas. Non, pas un seul. Il faut que ce soit, il faut qu'il y ait l'association de tous ces symptômes en fait. Mais c'est surtout la somnolence excessive après les repas, d'accord, et tous ces facteurs. Oui. Oui, c'est ça. Mais il faut surveiller, est-ce qu'il y a tous les autres symptômes? Est-ce que la personne a des envies fréquentes d'uriner? Est-ce qu'elle a souvent une sensation de bouche sèche après et une augmentation de la faim et de la soif? Est-ce qu'elle a souvent envie de boire? Parce qu'il faut se dire qu'on a vu le rôle des reins. Le rein, pourquoi il y a cette sensation, cette envie fréquente d'uriner? C'est parce que le rein fonctionne plus, parce que le rein, il a besoin d'éliminer cet excès de sucre qu'il y a dans le sang. Ah oui, ça peut être un début. Ça peut être qu'un début. La seule façon de vraiment le diagnostiquer, c'est de faire une prise de sang, de faire un dosage de la glycémie à jeun et de faire un dosage de la glycémie après les repas. Et observer après plusieurs mesures si ça réapparaît ou pas. Alors, on a dit que l'organe qui est en jeu, c'est le pancréas. D'accord? Qu'est-ce que le pancréas, en fait? Oui? Oui? Qui se situe où? Oui, derrière l'estomac. D'accord? Derrière les poumons? Ah oui, ok, d'accord. Au niveau de l'abdomen? Ok, d'accord. C'est un organe qui est profond, qui est situé en profondeur. Il faut savoir quand même qu'il n'est pas petit. Il peut faire à peu près 20 cm de long quand même. OK? Voilà. Et peser environ 60 à 80 grammes. Oui, je voulais vous dire que le pancréas a deux fonctions. On parle de pancréas exocrine et de pancréas endocrine. Cela signifie que le rôle du pancréas exocrine, c'est de sécréter des enzymes qui vont intervenir au niveau du duodénum pour la digestion des aliments. Mais le rôle du pancréas endocrine dont nous parlons, c'est de sécréter les fameuses hormones qui sont l'insuline et le glucagon. OK? Donc, le pancréas a quand même deux rôles. Le pancréas n'intervient pas seulement pour la sécrétion d'insuline, mais il intervient aussi pour la sécrétion de sucres pancréatiques qui interviennent dans la digestion des aliments. Et ce sucre pancréatique il va être produit au niveau du duodénum. OK? Voilà. Alors, comme je vous disais, l'insuline va favoriser l'entrée du glucose dans le sang, d'accord? L'entrée du glucose dans les cellules pour que le glucose puisse jouer son rôle pour fournir de l'énergie. Lorsque l'insuline n'accomplit pas correctement son rôle, le glucose dans le sang va augmenter et on va parler alors d'hyperglycémie. Est-ce que vous pouvez me dire, vous le savez certainement, quelles sont les complications du diabète? Quelles sont les complications du diabète?
Alors, tu as dit? Cécité. Non-cicatrisation des plaies. Atteinte des reins. Ce schéma-là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Oui? Oui? Non, pas encore, Christian. Oui? Voilà. Une des complications du diabète, c'est l'atteinte des nerfs, qu'on appelle la neuropathie. OK? Le plus souvent, ce sont les membres inférieurs qui sont touchés. Et donc, il y a une perte de la sensibilité au chaud et au froid. Il y a une perte dans la sensibilité au niveau de la douleur aussi, ce qui va donner naissance à des lésions, comme vous l'avez vu sur la photo. Lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé et que ça demeure pendant une longue période, eh bien, les nerfs vont être endommagés et c'est ce qui va provoquer des neuropathies périphériques. Donc, une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs. Le diabète est une maladie très grave. C'est pour ça que parfois, il y a des amputations parce que le diabète n'a pas été traité comme il fallait. Une autre affection du diabète, c'est une affection oculaire qui est très grave aussi. C'est la rétinopathie diabétique qui peut entraîner la cécité. Alors, le problème, c'est que lorsqu'il y a un excès de sucre dans le sang, il va avoir un épaississement et un durcissement des vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil. Donc, les yeux seront mal irrigués et l'œil ne pourra plus accomplir de façon adéquate son travail. C'est un problème qui a lieu au niveau des vaisseaux sanguins, mais c'est lié à l'excès de sucre qu'il y a dans le sang. Et à terme, il y a la cécité. Sachez que le diabète affecte les tout petits vaisseaux, les capillaires, les tout petits. Le diabète atteint les tout petits vaisseaux. Le diabète peut provoquer aussi des problèmes d'AVC, de crise cardiaque. Quand on est diabétique, les risques de faire un AVC et une crise cardiaque sont plus importants. Pourquoi? Parce que le diabète va favoriser le vieillissement prématuré des artères. D'accord? Et le processus, il y a un processus d'athérosclérose qui va se mettre en place. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est quand il y a une accumulation d'amas graisseux au niveau des artères, ce qui crée des plaques d'athérome. Et les plaques d'athérome vont entraîner une diminution du diamètre de l'artère. Donc le sang ne va pas bien circuler dans l'artère. Et le fait que le sang ne circule pas bien dans l'artère, ça peut provoquer des caillots, donc des thromboses. Et ces thromboses peuvent être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux. Cela peut être à l'origine aussi d'infarctus. Ça veut dire que les artères coronaires qui irriguent le cœur ne vont pas remplir correctement leur rôle puisqu'il peut y avoir un caillot à ce niveau-là et il peut y avoir un infarctus qui apparaît parce que le sang, le muscle cardiaque ne sera pas bien irrigué. Voilà. Donc, important, tu l'avais dit aussi, Dolly, affection des reins, néphropathie. La glycémie mal contrôlée oblige les reins à travailler beaucoup plus que d'habitude pour éliminer l'excès de sucre. Et à terme, les reins se fatiguent et on est obligé d'utiliser la dialyse pour pouvoir nettoyer le sang, ce qui est le rôle des reins, entre autres. D'accord? Voilà, mes amis. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais
Mais c'est juste pour voir. Mais il y a des remèdes, vous verrez certainement avec Alison cet après-midi. Parle plus fort, s'il te plaît. Juste une petite réflexion par rapport à ce que dit Campbell, que j'aime beaucoup. Il dit que l'hérédité n'est pas totalement la cause d'une maladie, mais nous avons un coup de fourchette héréditaire. Oui, c'est vrai. Cette phrase, parce que c'est vraiment l'un des premiers problèmes. Ah, c'est vraiment... On a tous quelque part une partie de cancer ou d'autres problèmes, jusqu'à 5-10%, et quand les plus montrent qu'on devient à manger de plus en plus de choses animales, les facteurs augmentent. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les voyantes, les différents noms sur ça, vont se mettre en place. Les voyantes vont se mettre en place. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce mot l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire que l'environnement influe sur la façon dont nos gènes vont s'exprimer. Ce n'est pas parce que génétiquement, on a la capacité de développer telle pathologie qu'on va développer cette pathologie. Si on a le coup de fourchette qu'il faut, si on respecte les 8 lois de la santé, on a lu la citation, je crois, hier, Dieu, lui, il nous aide en fait. Il met sa main pour que certaines pathologies ne se développent pas. Mais nous, il faut que nous fassions notre part. Voilà. Donc, tout le long de cette semaine, au niveau de l'anatomie, physiologie, c'est ce que nous allons fonctionner comme ça. Nous allons d'abord démarrer par la pathologie et ensuite, nous allons voir pourquoi cette pathologie, elle apparaît. D'accord ? Donc, je vous invite à vous préparer, à revoir ce que nous avons vu. Peut-être que nous allons réviser demain et nous allons poursuivre. Je vous invite à vous prosterner. Nous allons prier. Merci grandement, Seigneur, pour ce moment que nous venons de vivre. Merci de nous avoir montré comment fonctionne cette merveilleuse machine humaine que tu as créée. Et nous voulons te demander de nous donner vraiment, de prendre des résolutions fermes afin que nous puissions prendre soin de ce corps que tu nous as confié parce qu'il ne nous appartient pas. Notre corps est le temple de ton esprit et nous voulons vraiment te le confier, Seigneur, ce corps. Donne-nous d'être sages dans notre façon de nous nourrir. Donne-nous d'être sages dans tout ce que nous faisons et vraiment que les 8 lois de la santé fassent partie, soit notre style de vie, Seigneur. Parce que le monde qui nous entoure comprend les effets, notamment de l'alimentation et de l'environnement. Et souvent, ton peuple rejette ces vérités que tu nous as données bien avant que le monde le comprenne. Mais nous voulons vraiment rattraper ce retard et être obéissants. Veuille bénir aussi, Seigneur, ce repas, ce petit déjeuner que tu nous donnes, que nous puissions prendre les bons aliments et les prendre avec sagesse. C'est au nom de Jésus que je te prie en te suppliant de continuer à nous assister tout au long de cette journée. Amen.